Je m'appelle Claire. J'ai 30 ans, et je suis le premier médecin de toute ma famille. J'ai toujours cru que le jour où l'on prononcerait enfin Dr Claire Meunier au micro, ma famille serait là, au premier rang, pleurant plus fort que quiconque. Je pensais qu'un doctorat, un internat, et 10 ans à me tuer à la tâche pour ce rêve, me rendraient enfin impossible à ignorer. Mais debout derrière les rideaux de velours du grand gala vétérinaire de Lyon, j'ai réalisé que j'avais tort. Les sièges qui leur étaient réservés étaient vides. Le silence du premier rang hurlait plus fort que n'importe quelle ovation. Avez-vous déjà eu l'impression d'être invisible au sein de votre propre famille, alors que vous bâtissiez vos plus grands rêves? Je veux voir jusqu'où peut voyager une histoire, sur le choix de soi-même plutôt que celui du sang. Les applaudissements formaient un mur de son que je pouvais voir, mais pas ressentir. Alors que je m'avançais vers le podium, les lumières crues de la scène se reflétant sur mon trophée du bistouri de platine. Mon esprit n'était pas sur le discours que j'avais répété pendant 3 semaines. Il était bloqué sur un mot épinglé à ma poitrine comme un poids de plomb depuis mes 20 ans. Passe-temps. C'était le terme préféré de l'oncle Charles pour qualifier ma carrière. Pendant que j'enchaînais des gardes de 24 heures aux urgences traumatologiques et que je mémorisais les systèmes vasculaires complexes du bétail de concours, il racontait aux voisins que sa nièce traversait juste une phase où elle jouait avec ses animaux. J'ai passé la dernière décennie de ma vie à apprendre à identifier la pourriture. Dans mon monde, c'est clinique. Quand une vache développe une gangrène dans un membre, on ne prie pas pour que ça s'arrange. On n'essaie pas de raisonner l'infection ou d'espérer qu'elle se souvienne soudainement comment être saine. On coupe. On retire le poids mort pour que le cœur puisse continuer à battre, en serrant la main du doyen et en forçant un sourire pour le photographe officiel. J'ai réalisé que ma famille n'était pas juste un groupe de gens occupés. Ils étaient un système nécrosé. Ils étaient l'infection. Et j'avais passé 30 ans à essayer d'être le remède. Pendant l'accalmie de la cérémonie, alors qu'on présentait le récipiendaire suivant, j'ai plongé la main dans ma pochette en soie et senti mon téléphone vibrer avec un rythme effréné, implacable. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce qu'il y avait. J'avais vu les premières notifications en attendant dans les coulisses. Une photo avait été balancée dans le groupe de discussion familiale par mon cousin Guillaume. Ce n'était pas un félicitation ou un on aurait aimé être là. C'était un tour d'honneur pour un tout autre type d'accomplissement. La photo les montrait tous les 3 Charles, tante Solange et Guillaume debout, devant le vieux bloc de vente aux enchères du domaine du Val d'Argent. Le bois était verni à neuf, et le soleil couchant inondait la scène d'or et d'orange. Charles tenait une coupe de champagne hors de prix, le visage rouge d'une fierté qu'il n'avait jamais dirigée vers moi. La légende disait « Vente aux enchères du Val d'Argent en plein boom, la plus grosse affaire de la décennie. L'expansion immobilière de Guillaume est officiellement lancée. » J'ai zoomé sur l'arrière-plan de l'image. Mon cœur, que je croyais avoir entraîné à être aussi froid qu'un bloc opératoire, a fait un bond violent. Dans le coin du cadre, je pouvais voir les bétaillères de transport pour le bétail de prix, pas n'importe quel bétail. C'étaient les descendants de la lignée que mon père avait passé sa vie entière à sélectionner. Mon père m'avait laissé cette terre et ses animaux dans une fiducie, croyant que mon expertise vétérinaire serait leur bouclier. Mais Charles et Solange ne voyaient pas un héritage. Ils voyaient des liquidités. Pendant que j'étais intronisée comme la plus jeune chef de chirurgie bovine de la région, ils étaient à 3 heures de route, en train de vendre aux enchères l'œuvre de la vie de mon père pour financer le dernier pari immobilier douteux de Guillaume. Ils avaient choisi une transaction commerciale et un banquet plutôt que d'assister à l'apogée de ma vie professionnelle. Ils avaient traité mes 10 années de sang, de sueur et de masques chirurgicaux comme un bruit de fond face au son du marteau d'un commissaire-priseur. J'ai regardé à nouveau le public. Des centaines de personnes étaient debout, applaudissant une femme qu'ils respectaient comme une leader dans son domaine. Mais au premier rang, les 4 sièges que j'avais payés moi-même restaient vides. La réalisation m'a frappée alors. Non pas comme une vague de tristesse, mais comme un diagnostic clinique tranchant. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas une erreur de date ou un emploi du temps chargé. C'était une amputation. Ils pensaient que c'était moi qui avais besoin d'eux. Ils pensaient que mon succès était un effet secondaire de leur statut. Charles croyait que parce qu'il m'avait fourni un toit après la mort de mes parents, il possédait les mains qui opéraient, mais alors que je serrais ce trophée lourd et froid, j'ai senti le dernier fil de loyauté se rompre. La pourriture avait atteint l'os. Il n'y avait plus moyen de sauver le membre. Je suis sortie de scène, et je ne me suis pas dirigée vers l'after-party. Je n'ai pas attendu les vers de félicitations ou le réseautage. J'ai marché droit vers ma voiture, mes talons claquant sur le sol en marbre
avec un rythme qui ressemblait à un compte à rebours. Je n'étais plus la fille qui suppliait pour une place à table. J'étais chirurgienne, et il était temps d'opérer. Le trajet depuis Lyon jusqu'aux ombres profondes de la campagne fut un tunnel de 3 heures de vent et de silence absolu. La plupart de mes collègues en étaient probablement à leur 3e cocktail artisanal, célébrant leur nouveau titre. J'étais seule dans mon 4x4, le trophée sur le siège passager comme un fantôme d'argent froid. Je ne suis allée ni à l'hôtel, ni au bar. Je suis allée au seul endroit qui semblait encore détenir la vérité. Le vieux bureau de mon père, au domaine du Val d'Argent. La maison principale était sombre quand je suis arrivée. Je pouvais voir la faible lueur des guirlandes lumineuses du pâturage lointain, où le banquet de la décennie venait clairement de s'achever. L'air sentait encore le feu de bois et l'odeur lourde et métallique du succès coûteux. Je suis passée devant la maison principale, mes talons s'enfonçant dans la terre que mon père était mort en essayant de protéger, et je suis entrée dans le petit bureau aux murs de cèdre près des écuries. Je n'ai pas allumé le plafonnier. Je suis restée assise dans le noir un moment, la seule lueur venant de l'écran de mon ordinateur portable. J'ai ouvert le portail de la SCI familiale. Je me suis dit que je vérifiais juste le statut du troupeau, mais mes mains savaient mieux. Elles bougeaient avec la même précision clinique que j'utilisais pour recoudre une artère. J'ai navigué vers le dossier des documents récents. Il était là. Une confirmation de signature numérique horodatée à 23h51. C'était un acte de vente finalisé pour la section Est du domaine Les Meilleures Terres de Pâturage que mon père m'avait spécifiquement légué. Le prix de vente était de 4 500 000 €. J'ai fixé l'écran. Mon nom était là, écrit dans une cursive numérique soignée. Claire Meunier. Je n'avais pas touché un ordinateur depuis 6 heures ce matin-là. J'étais en robe de soirée, sur une scène, recevant un honneur pour une carrière que Charles appelait un passe-temps. Une clarté froide et tranchante s'est installée dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère est désordonnée et bruyante. C'était autre chose. C'était le sentiment d'un chirurgien réalisant que le patient sur la table est trop loin pour une greffe. Charles n'avait pas seulement séché mon intronisation pour vendre quelques vaches. Il avait utilisé mon absence, le seul jour où il savait que je serais occupée et loin de mon téléphone, pour forger mon consentement en tant que co-gérante. Il avait parié que je serais tellement distraite par mon petit trophée que je ne vérifierais pas les comptes de la société avant des semaines. D'ici là, les 4 500 000 € auraient été blanchis dans la société de développement immobilier de Guillaume, et le pâturage de l'Est serait sous un bulldozer. Je n'ai pas versé une larme. Je n'ai pas attrapé le téléphone pour implorer une réponse. Les explications sont pour les gens qui croient encore en la vérité. J'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai navigué vers le portail d'urgence du cadastre et de la conservation des hypothèques. Mes doigts volaient sur le clavier. Je n'étais pas la nièce dramatique ce soir. J'étais le chef de chirurgie. J'ai rempli la déclaration de faux avec la même concentration que pour un rapport post-opératoire. J'ai joint un scan du programme du gala et la photo horodatée de moi sur scène au moment exact où la signature avait été enregistrée. J'ai signalé l'acte pour enquête immédiate pour fraude. Ensuite, j'ai passé un seul coup de fil. « Ici le docteur Claire Meunier », dis-je. Ma voix était plate, dénuée du tremblement que j'avais ressenti quelques heures plus tôt. Je suis co-gérante de la SCI du Val d'Argent. Je signale un transfert frauduleux de titres pour les hectares de l'Est. La signature sur le contrat de 4 500 000 € est un faux. J'ai besoin que le compte séquestre soit gelé immédiatement. L'employé à l'autre bout a commencé à demander si je voulais contacter les autres parties. « Non », ai-je répondu, regardant par la fenêtre les braises mourantes de leur feu de joie festif. Il n'y a personne d'autre à qui parler. Gelez simplement les fonds. Je fournirai les preuves médico-légales demain matin. J'ai raccroché. Pendant un long moment, j'ai juste regardé le curseur clignoter sur l'écran. Le conflit s'était produit à 23h51. À minuit 13, les 4 500 000 €, dont Charles et Guillaume rêvaient actuellement, n'étaient rien de plus qu'un chiffre verrouillé dans une base de données de l'État. Ils ne perdaient pas seulement l'argent. Ils étaient sur le point de découvrir que la personne qu'ils ignoraient n'était pas juste un médecin. Elle était celle qui contrôlait l'oxygène dans la pièce. Je suis restée sur cette chaise jusqu'à ce que le ciel commence à virer au violet meurtri de l'aube. Je ne me suis pas arrêtée au rapport de fraude. J'ai continué à creuser. J'ai ouvert mon disque sécurisé personnel et sorti un dossier que je n'avais pas regardé depuis des mois. Il était étiqueté « Recherche vétérinaire », mais à l'intérieur,
C'était un registre de chaque euro que j'avais réinjecté dans ce domaine depuis le jour où j'avais reçu ma première paie d'interne. Ces 5 dernières années, j'avais été l'investisseur silencieux dans leur version de la famille. Pendant que Charles se vantait au country club de la résilience du Val d'Argent, c'était moi qui virais 12 000 euros pour couvrir la taxe foncière qu'ils avaient oubliée. Pendant que Guillaume achetait une nouvelle flotte de camions pour son entreprise, c'était moi qui payais les 10 000 euros de frais vétérinaires d'urgence pour le bétail, même qu'ils essayaient maintenant de voler. C'était un abonnement auquel je n'avais jamais souscrit, et ce soir, je payais la facture pour la dernière fois. J'ai regardé les chiffres sur l'écran. En 5 ans, j'avais injecté discrètement près de 300 000 euros dans ce domaine juste pour empêcher que l'héritage de mon père ne soit vendu sur les marches du palais de justice. Et Charles, il n'avait pas vu une protectrice. Il avait vu une ressource illimitée qui ne demandait pas de place à table. Je me suis adossée, le cou raide, et j'ai regardé une photo sur le bureau de Charles et Guillaume à un gala de charité l'an dernier. Ils avaient l'air si solides, si permanents, mais en tant que chirurgienne, je pouvais voir la vérité. Ils souffraient d'une pourriture psychologique que j'ai vue 1000 fois chez l'élite locale, l'illusion du portefeuille vide. Ils avaient passé tellement de temps à confondre avoir et être. Charles croyait que, parce qu'il avait le domaine, les bottes et le nom, il était un homme de substance. Mais il n'était rien de plus qu'un locataire dans une maison construite par la sueur de mon père et ma propre précision chirurgicale. Son statut était une coquille vide, un costume de luxe qu'il avait loué avec mon silence et mon argent. Les gens comme Charles et Guillaume ne réalisent pas que lorsque l'argent disparaît, ils ne perdent pas seulement leur voiture ou leur club. Ils perdent leur identité même. Sans les 4 500 000 euros de cette vente de terrain falsifié, le Val d'Argent n'était pas un royaume. C'était une dette. Charles n'avait aucune valeur interne, aucun caractère sur lequel se replier quand les comptes bancaires gèleraient. Il était un homme creux, dans un costume de haute qualité. J'ai réalisé alors qu'il ne serait pas choqué par ce qu'il m'avait fait ce soir. Il serait choqué que j'aie finalement arrêté de jouer le rôle de la banque invisible. J'ai sorti mes dossiers fiscaux et préparé un deuxième dossier. Ce n'était plus un conflit familial. C'était un audit. J'avais fini d'être la partenaire silencieuse de mon propre effacement. Ma compassion avait été un luxe qu'ils avaient utilisé à découvert pendant une décennie, et ce soir, je clôturais le compte. Le soleil a fini par percer l'horizon, illuminant la poussière dans le bureau. Je ne me sentais pas fatiguée. Je me sentais clinique. J'avais l'impression d'être debout au-dessus d'un patient avec une hémorragie interne massive. Je savais exactement où était la fuite. Et je savais exactement quel vaisseau clamper. J'ai entendu la porte d'entrée de la maison principale claquer. J'ai entendu la voix de Charles, forte et tonitruante, surfant probablement encore sur l'ivresse de la vente qu'il pensait avoir finalisée hier. Il ne savait pas encore que le cadastre l'avait déjà signalé. Il ne savait pas que les 4 500 000 euros étaient un fantôme. J'ai fermé mon ordinateur et les glissé dans mon sac. Je n'allais pas me cacher dans ce bureau. J'allais les laisser me voir, pas comme la nièce qui restait en arrière-plan sur leurs photos, mais comme le médecin qui s'apprêtait à pratiquer l'amputation la plus nécessaire de sa vie. La porte du bureau a grincé, mais ce n'était pas Charles. L'ombre qui tomba sur le sol en cèdre était fine et tranchante, appartenant à une femme qui semblait faite de fer et de vieux secrets. Grand-tante Éléonore. Elle avait 82 ans et était la seule personne restante qui se souvenait du domaine avant que la pourriture ne s'installe. Elle n'a pas dit bonjour. Elle n'a pas demandé pourquoi j'étais assise dans le noir. Elle a simplement marché jusqu'au bureau et a posé un lourd registre relié en cuir devant moi. « Tu as trouvé le faux pour le terrain, » dit-elle, sa voix comme des feuilles sèches crissant sur un porche. Mais ce n'est que la surface de la plaie. Claire, tu n'as pas vu à quel point l'infection est profonde. J'ai ouvert le registre. Mes mains, d'habitude si stables au bloc opératoire, ont ressenti un bourdonnement froid d'adrénaline. À l'intérieur se trouvaient des notes manuscrites et des relevés bancaires couvrant 10 ans. Ce n'était pas juste un pari récent. Charles et Solange n'avaient pas juste oublié des taxes. Ils détournaient systématiquement des fonds de la fiducie secrète que mon père avait mise en place pour mon éducation et l'avenir du domaine. En une décennie, ils avaient drainé plus de 2 millions d'euros. Ils avaient utilisé la mort de mon père comme le coup d'envoi d'un casse de 10 ans. « Je les surveille », chuchota Éléonore, ses yeux fixés sur les photos de Charles au mur. « J'ai passé 40 ans comme gardienne de la réputation de cette famille. Et pendant 30 d'entre elles, je me suis noyée dans un regret silencieux. » Elle s'est assise sur la chaise en face de moi, et pour la première fois, j'ai vu le regret silencieux du gardien dans les rides de son visage.
Éléonore m'a expliqué que son silence n'était pas né de la faiblesse, mais d'un espoir désespéré et mourant. Elle avait passé des années à regarder Charles pourrir, espérant que chaque étape qu'il manquait, chaque récompense de ma part qu'il ignorait, serait celle qui réveillerait enfin sa conscience. Elle avait été piégée entre le souvenir du frère qu'elle aimait et la réalité du monstre que sa cupidité avait créé. Je pensais que si je lui donnais assez de cordes, il l'utiliserait pour sortir du trou, dit-elle. Au lieu de ça, il l'a utilisé pour te construire une potence. Le double retournement m'a frappé alors, une réalisation plus douloureuse que l'argent volé. J'ai regardé par la fenêtre vers les enclos de vente vides. Éléonore pointa un doigt tremblant vers les bétaillères que j'avais remarquées sur la photo plus tôt. La vente n'était pas seulement pour la terre, Claire, dit-elle. Ils ont vendu la lignée. Toute la lignée Meunier. Mon souffle s'est coupé. La lignée Meunier n'était pas juste du bétail. C'était le résultat de 30 ans de recherche génétique de mon père, une race rare et résiliente, qui était l'âme de ce domaine. Charles n'avait pas juste vendu de la terre. Il avait vendu le battement de cœur de mon père, au plus offrant juste pour payer les dettes de jeu grandissantes de Guillaume. Ce n'était pas juste une affaire commerciale. C'était une affaire criminelle d'une nature morale grave. Ils avaient traité l'œuvre de la vie de mon père comme un agneau sacrificiel pour un cousin qui ne savait même pas gérer un carnet de chèques. C'était le coup de grâce. Cela supprimait tout chemin restant vers la rédemption pour Charles et Solange. Ils n'étaient pas juste des parents ingrats qui avaient séché une remise de diplôme. Ils étaient des criminels qui avaient passé 10 ans à faire les poches d'un homme mort et de sa fille. Pourquoi maintenant, Éléonore ? Demandai-je, ma voix tranchante comme une aiguille. Pourquoi me donner ça aujourd'hui ? Parce qu'hier, quand tu étais debout sur cette scène toute seule, j'ai réalisé que si je n'agissais pas, le monde aurait un médecin de plus et 0 meunier, dit-elle. Le diagnostic est ton travail, Claire. Mais la chirurgie, c'est pour nous deux. Elle poussa le registre vers moi. Il contenait les numéros de compte exacts, les bordereaux de retrait falsifiés et la trace papier qui menait directement au compte offshore privé de Charles. Les enjeux venaient de passer d'un drame familial à une bataille pénale pour le fondement même de notre existence morale. J'ai regardé le registre, puis le lever du soleil. Le regret silencieux qui avait gardé Éléonore tranquille pendant des décennies avait disparu, remplacé par une demande froide et clinique de justice. Nous ne sauvions plus juste un domaine. Nous réclamions un nom. J'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas encore appelé la police. J'ai appelé mon avocat. J'ai les preuves médico-légales pour 10 ans de détournement de fonds et de faux, dis-je, mes yeux verrouillés sur les bétaillères alors qu'elles commençaient à s'éloigner. Je veux qu'une mise en demeure formelle soit rédigée immédiatement. 30 jours pour initier un plan de remboursement total, où nous allons voir le procureur de la République. J'ai raccroché et regardé Éléonore. Elle a hoché la tête une fois. La gardienne s'était retirée. Le chirurgien entrait en scène. La porte vitrée de ma clinique ne s'est pas simplement ouverte. Elle a failli être arrachée de ses gonds. Charles et Guillaume ont fait irruption. Le visage couleur bœuf cru. Les yeux fous de cette terreur qui ne vient que lorsqu'un homme riche réalise que son compte en banque s'est transformé en fantôme. L'odeur antiseptique du hall me calmait d'habitude. Mais aujourd'hui, elle ressemblait à l'odeur d'une salle d'opération stérile, juste avant la première incision. Charles n'a même pas regardé la réceptionniste. Il a marché droit vers mon bureau, ses bottes martelant le linoléum comme le tambour d'un pouvoir défaillant. « Claire, qu'est-ce que tu as foutu ?» rugit Charles. Il claqua un papier froissé sur mon bureau. C'était l'avis du cadastre. Le séquestre est bloqué. Le titre est signalé. Les acheteurs menacent de poursuivre pour rupture de contrat. As-tu la moindre idée de ce que ça fait à notre réputation ? Guillaume faisait les 100 pas derrière lui, ses mains tremblant si violemment qu'il devait les fourrer dans ses poches. Ce n'est pas juste la réputation, Charles. La banque a appelé. Ils ont coupé la ligne de crédit pour l'entreprise de développement à cause de l'irrégularité juridique. 4 500 000 € sont assis dans un coffre qu'on ne peut pas toucher, et j'ai des entrepreneurs à payer d'ici vendredi. Claire arrange ça. Maintenant, appelle-les et dis-leur que c'était une erreur. Je me suis adossée dans mon fauteuil, mes mains croisées proprement sur le registre relié en cuir qu'Éléonore m'avait donné. J'ai regardé Charles, puis Guillaume. Pendant 20 ans, je les avais vus comme les géants de mon monde. Maintenant, dépouillés du filet de sécurité de 4 500 000 €, ils semblaient petits, fragiles. Ils souffraient d'une blessure narcissique massive, et ils se vidaient de leur sang juste devant moi. Ce n'était pas une erreur, Charles, dis-je. Ma voix était basse, clinique, et entièrement dénuée de la colère qu'ils attendaient.
Une erreur, c'est oublier une remise de diplôme. Une erreur, c'est choisir un barbecue plutôt que le doctorat de sa nièce. Ce que vous avez fait est un crime. Vous avez forgé ma signature pour vendre une terre que vous ne possédez pas afin de financer une entreprise bâtie sur du sable. Le visage de Charles se tordit. Il essaya de revenir au vieux scénario, celui où il était le patriarche, et moi l'enfant ingrate. On a fait ce qui était nécessaire pour la famille. Cette terre allait à volo pendant que tu jouais au docteur. On allait te rembourser. Nous sommes ta famille, Claire. On ne traîne pas son propre sang devant la justice. La famille est un contrat social, Charles, répondis-je. Et vous avez rompu ce contrat depuis 10 ans. Je fis glisser le registre sur le bureau. Grand-tante Éléonore m'a donné ça. C'est un audit comptable de la dernière décennie. 2 millions d'euros détournés de la fiducie de mon père. Bordereaux de retrait falsifiés. Virement non autorisé. Ma compassion n'était pas un cadeau. C'était un luxe que vous avez utilisé à découvert jusqu'à ce que le compte atteigne 0. Ce n'est pas une dispute familiale. C'est une liquidation. Guillaume s'avança. La voix brisée. Claire, s'il te plaît. Si cette affaire ne se fait pas, je perds tout. Je vais aller en prison. C'est ça que tu veux? Détruire ton propre cousin pour quelques hectares de terre? Tu t'es détruit toi-même, Guillaume, dis-je. Au moment où tu as posé sur cette photo avec une coupe de champagne pendant que ton père volait mon héritage, tu as signé ton propre avis d'expulsion. Je n'ai pas créé ce gâchis. J'ai juste arrêté d'être celle qui le nettoie. Je me suis levée alors, le mouvement lent et délibéré. J'ai plongé la main dans mon sac et sorti l'ordonnance du tribunal finalisée que j'avais reçue ce matin. Elle était nette, blanche, et portait le poids d'une condamnation à mort pour les gens qu'ils étaient autrefois. Je l'ai posée sur le registre. Ceci est le décret de changement de nom, dis-je. Effectif depuis 8 heures ce matin, je ne suis plus Claire Dumont. Je suis le docteur Claire Meunier. J'ai légalement rompu les liens. Vous n'avez plus de nièce. Vous avez un créancier. Et pour le Val d'Argent, Éléonore et moi avons déposé une demande de mise sous tutelle complète. Le domaine passe dans un fonds de dotation pour la conservation. Votre expansion est terminée. Charles regarda le papier, puis me regarda. La rage avait disparu, remplacée par la réalisation grise et creuse que la matrice venait de réaliser une amputation terminale parfaite. Il n'était plus le roi de la région. Il était juste un homme qui devait 2 millions d'euros à un chirurgien et qu'il ne pourrait jamais rembourser. « Tu es un monstre », chuchota-t-il. « Non, Charles, » dis-je en ouvrant la porte du bureau. « Je suis juste celle qui a enfin regardé la facture. Maintenant, veuillez partir. J'ai une chirurgie prévue dans 10 minutes. Et je n'aime pas être en retard pour les choses qui comptent vraiment. » Ils sont sortis dans le matin lumineux, ressemblant aux fantômes d'une vie qui était déjà terminée. Je me suis rassise, le silence de la clinique s'enroulant autour de moi comme un bouclier. Le pouvoir avait basculé. L'enfant prodige était une fraude, le patriarche était un voleur, et pour la première fois en 30 ans, je pouvais enfin respirer sans demander la permission. 6 mois plus tard, l'air de la campagne semblait différent. Il ne sentait plus l'affaire douteuse à gros enjeux. Il sentait la pluie sur le calcaire et l'odeur douce et piquante du cèdre. Le domaine du Val d'Argent n'était plus un trône familial ou un jeton de jeu pour l'ego de Guillaume. Il avait été officiellement transféré à un fonds de conservation, protégé des bulldozers et des promoteurs pour toujours. Charles et Solange vivaient dans un petit 2 pièces en location en ville. Plus de country clubs, plus de champagne sur les estrades de vente, et plus d'amatrices pour financer leur délire de grandeur. Guillaume travaillait comme manœuvre dans une entreprise de construction, apprenant enfin la valeur d'un euro qu'il n'avait pas volé dans le fond d'un homme mort. Je me tenais devant le bâtiment qui était autrefois la grange principale du domaine. Elle avait été rénovée pour devenir le centre de recherche Meunier. Mon vrai nom, était gravé dans la pierre près de la porte. Docteur Claire Meunier. Le voir là ne ressemblait pas à une victoire sur Charles. Cela ressemblait à une promesse tenue envers mon père. Les gens me demandent parfois si je me sens coupable d'avoir détruit ma famille. Je leur dis que je n'ai rien détruit. J'ai simplement pratiqué une autopsie sur un système qui était déjà mort de sa propre pourriture depuis des années. C'est ce que j'ai fini par comprendre comme la justice du semeur. La plupart des gens pensent que la justice concerne uniquement la punition, la prison, la faillite, la chute publique. Ils pensent que c'est le feu qui brûle la vieille maison. Mais ce n'est que la première étape. La vraie justice, c'est ce que l'on plante dans l'espace vide une fois que la fumée se dissipe. Je ne leur ai pas seulement retiré leur pouvoir. J'ai utilisé les ruines de leur cupidité pour bâtir un sanctuaire pour les gens qu'ils avaient l'habitude d'ignorer.
Le centre de recherche Meunier offre désormais des bourses complètes aux étudiants vétérinaires, issus des mêmes milieux compliqués et négligés que le mien. C'est un lieu pour les médecins de première génération, les frères et sœurs invisibles, et ceux à qui l'on a dit que leur rêve n'était qu'une phase. J'aide de jeunes chirurgiens qui étaient autrefois un bruit de fond dans leur propre maison à trouver leur voie et leur précision. Ma famille choisie est petite, mais elle est solide. Ce sont les gens qui sont venus m'aider à déménager les derniers journaux de mon père dans le centre. Ce sont les amis qui savent que si je franchis une étape importante, ils n'ont pas besoin d'apporter un cadeau. Ils ont juste besoin d'apporter leur présence. Et ils savent que je ne choisirai jamais un barbecue plutôt que leur réussite. Le vrai rebondissement n'est pas que j'ai changé mon nom de famille sur un bout de papier. Le rebondissement, c'est que j'ai enfin cessé de croire que la famille était quelque chose à quoi il fallait survivre. J'ai cessé de croire que le sang était un laissez-passer gratuit pour que les gens vous blessent sans conséquence. Je ne suis plus la fille qui cherche de l'air dans une pièce pleine de gens qui ne la voient pas. Je suis la femme qui a bâti sa propre maison, sous son propre nom, selon ses propres termes. Quand les gens qui partagent votre sang vous traitent comme si vous étiez optionnel, partir est le premier véritable acte d'amour que vous vous témoignez. Partagez ceci si vous êtes assez courageux pour bâtir votre propre héritage.